Nous sommes le lundi 18 août, il est 18h à Paris, vous écoutez bien Radio France Internationale, midi à Washington. Le journal en français facile. Diane Berger. La rencontre est prévue dans 1 heure. Donald Trump reçoit à la Maison-Blanche Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Chaque dirigeant trace ses limites et ses exigences, ses demandes aujourd'hui concernant un éventuel accord avec la Russie concernant l'Ukraine. Le Hamas accepte une proposition de cessez-le-feu à Gaza. Ce sont l'Égypte, le Qatar et les États-Unis qui ont négocié cette éventuelle trêve. On ne connaît pas encore la réaction israélienne. En tout cas, à Tel Aviv, de nombreux habitants demandent la fin de la guerre. Ils étaient plusieurs dizaines de milliers hier dimanche à manifester. Et puis les incendies continuent en Espagne. Les autorités ont arrêté une vingtaine de personnes soupçonnées d'avoir déclenché, provoqué certains départs de feu. Leur cas alimente de nombreuses théories dans les villages du pays. Le journal en français facile. Le rendez-vous est prévu dans 1 heure environ. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky doit voir à Washington le président des États-Unis, Donald Trump. Ils seront ensuite rejoints par plusieurs dirigeants européens, présidents français et finlandais, premiers ministres italiens et britanniques, chancelier allemand, chef de l'OTAN, présidente de la Commission européenne. C'est la première rencontre de ce genre depuis le début de la guerre en Ukraine et elle a lieu aussi quelques jours donc après cette rencontre la semaine dernière entre Donald Trump et Vladimir Poutine, le président russe. Un peu plus tôt aujourd'hui, Volodymyr Zelensky a appelé les États-Unis à instaurer la paix par la force contre la Russie. Bonsoir Théo Renaudon. Bonsoir Diane. Le président américain a lui aussi tenu à donner ses lignes rouges, ses limites. Oui, des limites que Donald Trump n'avait jusqu'ici pas clairement exprimées. Premièrement, pas question pour l'Ukraine d'espérer récupérer la Crimée, péninsule annexée, occupée par la Russie depuis 2014. Deuxièmement, pas d'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Le président américain l'écrit carrément en lettres capitales sur son réseau Truth Social avec 4 points d'exclamation. L'OTAN, pour rappel, c'est cette alliance menée par les États-Unis que la Russie considère comme menace existentielle. Enfin, selon l'agence France Presse, les discussions vont tourner autour des régions de l'Est de l'Ukraine où se déroulent les affrontements. Proposition faite à l'Ukraine de céder certaines régions à la Russie et de tracer de nouvelles frontières à partir des lignes de fronts actuelles. Reste à savoir, en échange de quelle garantie de sécurité l'Ukraine ferait toutes ces concessions. Les Européens pourraient jouer un rôle important là-dedans, mais un douloureux souvenir plane encore, celui du mémorandum de Budapest signé par l'Ukraine, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Russie en 1994. À l'époque, Kiev abandonne ses armes nucléaires contre une garantie de sécurité de ses frontières, mémorandum que personne n'a respecté après l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014. Des explications signées Théo Renaudon. Sur le terrain, les frappes russes continuent en Ukraine. Elles sont particulièrement intenses ces derniers mois. Il y a eu ce lundi au moins 14 morts, dont une enfant. Le Hamas accepte une nouvelle proposition pour un cessez-le-feu à Gaza, après quasiment 2 ans de guerre entre le mouvement islamiste palestinien et Israël. Les médiateurs, c'est-à-dire ceux qui organisent les négociations, à savoir l'Égypte, le Qatar et les États-Unis, ont proposé une trêve de 60 jours et la libération en 2 étapes des otages. L'Égypte se dit également prête à participer à une force internationale envoyée à Gaza sous le contrôle des Nations Unies. La guerre qui est aussi de plus en plus contestée en Israël. Hier dimanche, près de 400 000 personnes ont manifesté à Tel Aviv. Elles demandent la fin des opérations militaires et la libération des derniers captifs enlevés lors de l'attaque terroriste du 7 octobre 2023. Les réactions sont nombreuses dans le pays après cette grande manifestation. Selon le Premier ministre israélien, les manifestants font le jeu du Hamas
Hamas. On fait le tour de ce qu'en pense la presse israélienne avec notre correspondant Michel Paul. Un dessin du quotidien Yediot Aharonot expose la situation. Benjamin Netanyahou suit à la télé la gigantesque manifestation à Tel Aviv, mais le Premier ministre israélien a pris grand soin de couper le son de son téléviseur. Le mouvement de protestation a atteint son but, décrète Haaretz, le journal d'opposition. Il a fait transpirer les ministres et le chef du gouvernement bien plus que les manifestants eux-mêmes. Le jour où le peuple a lancé un cri, s'exclame en titre le Maariv, un cri qui devrait résonner jusqu'à la chute de la muraille de l'insensibilité gouvernementale, proclame Nahum Barnea, un des journalistes les plus connus du pays. Les manifestants se sont trompés d'adresse en perturbant le quotidien des Israéliens, estime un commentateur. Israël Hayom, journal proche du Likoud de Netanyahou, reprend son narratif en imposant un choix, gagner la guerre ou bien poursuivre la protestation. Les Israéliens sont meilleurs que leur gouvernement, conclut une chroniqueuse. Michel Paul, Jérusalem, RFI. Sur place, après quasiment 2 ans de guerre, les Palestiniens manquent toujours de tout. L'ONG Amnesty International accuse Israël d'organiser, je cite, une campagne de famine délibérée, autrement dit de provoquer volontairement les pénuries de nourriture mortelles pour les Gazaouis. Crise politique en Bosnie. Le premier ministre de l'entité serbe du pays démissionne. Il annonce qu'un nouveau gouvernement va être formé à la place. Il y a 2 semaines, le président de l'entité avait été condamné par la justice, jugé coupable de ne pas avoir respecté les accords de paix de Dayton de 95, les textes qui ont permis la création de la Bosnie actuelle, mais avec 2 entités, 2 systèmes institutionnels à l'intérieur, une fédération à majorité bosniaque et croate, et de l'autre côté, une république serbe de Bosnie. La mousson provoque à nouveau des dégâts au Pakistan. Comme jeudi dernier, les pluies importantes ont touché une partie du pays. Résultat, il y a eu des coulées de boue, les toits de certaines maisons se sont effondrés. Selon les autorités, plusieurs villages ont été carrément détruits. Il y a au moins 20 morts et de très nombreux disparus. Au total, en moins d'1 semaine, la mousson a fait plus de 350 victimes dans le pays. Rappelons que le Pakistan est l'un des pays du monde les plus touchés par le changement climatique. Ce triste record en Espagne, sans doute lié là aussi au changement climatique. Depuis le début de l'année, les incendies ont brûlé plus de 343 000 hectares de terre. C'est du jamais vu dans le pays. Et ce chiffre continue d'augmenter. De nombreux méga-feux touchent l'Espagne depuis le début du mois d'août, en particulier dans le nord-ouest et l'ouest du pays. Les flammes qui ont aussi causé la mort de 4 personnes. Les autorités recherchent de possibles incendiaires, celles et ceux qui ont allumé certains feux, que ce soit par accident ou de manière criminelle. Et dans les villages concernés par les incendies, les théories vont bon train. C'est un reportage d'Élise Gazangel. Face à la multiplication des feux qui touchent l'Espagne, l'origine de ces incendies est au cœur des débats. Dans les zones sinistrées comme à Monte de Ramo en Galice, de nombreuses théories surgissent. José Ramón Álvarez, retraité. On raconte plein d'histoires, que c'est provoqué pour construire un parc éolien ou que c'est pour le bois. Mais bon, normal, c'est bizarre que d'un coup il y ait autant de feux. D'autres, comme Raquel Fernández, se basent sur des histoires d'incendiaires déjà arrêtées par les autorités ces derniers jours pour justifier son ressenti. Ils ont déjà arrêté un pompier forestier qui avait provoqué l'incendie pour avoir du travail. Les entreprises qui détiennent les canadaires et les hélicos, s'il n'y a pas de feu, ils n'ont pas de travail non plus. Alors je ne sais pas, il y a d'autres motifs qui nous échappent, mais c'est intentionnel, j'en suis sûre. Au total, 27 incendiaires ont été arrêtés depuis le début de l'été en Espagne et le gouvernement assure traquer les responsables malveillants ou négligents de ces feux meurtriers. Élise Gazangel, Monte de Ramo, RFI. Il est maintenant quasiment 16h10 en temps universel, 18h10 ici à Paris. C'est la fin de ce journal en français facile. Vous pouvez le retrouver sur le site dédié avec son script, sa version écrite, françaisfacile.rfi.fr.